l'ont abattu, puis ils ont écrit l'histoire à sa place. Ce matin, à Minneapolis, Alex Jeffrey Prey, 37 ans, infirmier en réanimation au VA, se retrouve au milieu d'une manifestation dite pacifique. Et en quelques secondes, tout bascule. La scène est brutale, rapide, presque irréelle. Une femme est pepper sprayed. Alex intervient pour l'aider, puis il est pepper sprayed à son tour, gang tackled au sol, repeatedly beaten, et ensuite shot over and over again, approximately 10 to 12 times. Et pendant que les images tournent déjà partout, une deuxième attaque démarre immédiatement. Mais celle-là vise ton cerveau, pas son corps. On te dit qu'il était là pour infliger un maximum de dégâts. On le décrit comme un domestique terroriste. Et soudain, la question n'est plus seulement ce qui s'est passé, mais qui contrôle ce que tu crois avoir vu. Parce que si ce récit peut être retourné aussi vite, alors toi aussi, tu peux être retourné avec lui. Mais voici le détail qui fait exploser toute la version officielle. Et ils espèrent que tu ne le remarqueras pas. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus glaçant que les tirs, parce que l'histoire n'a pas été racontée comme un drame. Elle a été racontée comme une opération. D'un côté, tu as une famille qui lâche une phrase simple, presque impossible à contredire. « Nous sommes brisés, mais aussi très en colère. » Ils décrivent Alex comme un homme bon, une âme au grand cœur, quelqu'un qui voulait faire une différence, quelqu'un dont le dernier acte aurait été de protéger une femme. Et surtout, il s'attaque directement au cœur du mensonge. Les mensonges écœurants racontés sur notre fils par l'administration sont répréhensibles et dégoûtants. Ça, c'est une accusation frontale, pas une émotion, un signal. Et en face, la machine officielle lance une autre version en quelques minutes. Alex serait arrivé avec une arme 9 mm semi-automatic handgun, avec 2 magazines, dozens of rounds, no ID. Et ça ressemble à une situation où un individu est arrivé pour infliger un maximum de dégâts. La question qui change tout, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on passe aussi vite d'un homme qui aide une femme à un homme présenté comme un massacre évité de justesse? Et là, tu dois remarquer ce qu'ils ne disent pas clairement. Ils répètent les faits, les faits, les faits, mais ils évitent la question la plus dangereuse. À quel moment exactement a-t-il brandished l'arme? Parce que si cette réponse est floue, tout le récit s'effondre. Et maintenant, regarde comment cette histoire commence à se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus organisé. Tu veux une preuve nette? Elle est cachée dans leurs propres mots. Parce que quand la version officielle arrive, elle est calibrée au millimètre. Greg Bevino, présenté comme le chef de la Border Patrol, lâche une phrase qui ressemble à une scène déjà écrite. Les officiers ont tenté de désarmer cet individu. Puis, il enchaîne. L'agent a tiré des coups de feu défensifs. Et juste après, la couche émotionnelle, celle qui verrouille le public, ils ont tenté de lui porter secours, mais il a été déclaré mort sur place. Ils affirment qu'Alex a réagi violemment, que l'agent craignait pour sa vie et qu'il s'agissait de défensive shots. Ils insistent sur 2 chargeurs et des dizaines de cartouches. Ce langage est conçu pour faire une chose précise, te faire imaginer une attaque imminente, même si tu ne l'as pas vue. Et c'est là que la famille plante un couteau dans la narration. Ils disent qu'Alex ne tient clairement pas une arme quand il est attaqué. Ils décrivent une image très spécifique. Il a son téléphone dans la main droite et sa main gauche vide est levée au-dessus de sa tête. Ce n'est pas une opinion. C'est une description visuelle. Une scène. Et une scène, c'est dangereux pour un gouvernement parce qu'une scène peut détruire un discours. Maintenant, voici le moment où l'histoire se retourne. Si ton terroriste a un téléphone dans une main et l'autre main vide levée, alors pourquoi la conférence de presse ressemble à une opération de contrôle des dégâts? Et surtout, pourquoi les 2 responsables récitent presque la même phrase, comme s'ils lisaient le même script? Tu veux que je continue à la prochaine partie? Et là, ça s'accélère. Parce que ce n'est plus une version contre une autre, c'est une stratégie.
Kristen Gnome, la secrétaire du Department of Homeland Security, reprend exactement la même mécanique, même cadence, même vocabulaire, même insinuation. Elle dit que ça ressemble à une situation où Alex serait venu pour tuer les forces de l'ordre. Elle va même plus loin. Elle sous-entend que la Border Patrol aurait arrêté un massacre. Et ce qui rend ça explosif, c'est qu'elle ne parle pas comme quelqu'un qui cherche à comprendre. Elle parle comme quelqu'un qui conclut. Puis arrive la question qui devait tout casser. Un journaliste demande, très simplement, « La Maison-Blanche l'a qualifié de terroriste domestique. Vous êtes d'accord? Et avez-vous des preuves? » Et la réponse est une pirouette froide. Quand vous perpétuez la violence contre un gouvernement pour des raisons idéologiques, c'est la définition du terrorisme domestique. Ensuite, elle verrouille, c'est les faits. Elle affirme que c'est les faits. Elle affirme qu'il est venu avec des armes et des munitions. Elle construit une intention dans sa tête, puis elle te la vend comme une réalité. Et maintenant, voici la bascule historique, celle qui devrait te donner un frisson. On ne te demande plus ce que tu as vu. On te demande d'accepter une intention invisible. Parce que si l'État peut décider de ton intention, alors il peut justifier n'importe quoi. C'est exactement comme ça que quelque chose d'exceptionnel devient normal. D'abord un mort, puis un label, puis un précédent. Et tu sais ce qui est encore plus étrange? La question la plus simple revient encore et encore. Et personne ne veut y répondre clairement. Est-ce qu'il a brandi l'arme, oui ou non? Parce que si la réponse est non, alors tout ce récit est un écran de fumée. Et on arrive à l'instant où cette affaire cesse d'être un incident et devient une démonstration de pouvoir. Tu veux que je continue à la prochaine partie? Parce qu'après ça, ils ne défendent plus une action. Ils attaquent la logique elle-même. Un autre journaliste pose la question que tout le monde se pose. Le homme de 37 ans qui avait une licence, est-ce qu'il a brandi une arme? À quel moment la police a récupéré l'arme et les chargeurs? C'est une question chirurgicale. Ça force une chronologie, ça force un détail. Et c'est exactement ce que la version officielle ne veut pas donner. La réponse? Elle glisse, elle contourne. Elle répète une formule. Il est venu pour entraver une opération. Il a agressé nos officiers. Ils ont répondu selon leur entraînement. Puis, elle lâche une phrase qui sonne comme un jugement moral, pas comme un fait. Je ne connais aucun manifestant pacifique qui vient avec une arme et des munitions plutôt qu'une pancarte. Elle refuse de dire clairement « oui, il a brandi » ou « non, il n'a pas brandi ». Elle transforme une question de vidéo et de geste en une question de symbole. Arme contre pancarte. Quand tu fais ça, tu ne cherches pas à expliquer un événement, tu cherches à reprogrammer ce que l'événement signifie. Et c'est là que ça devient dangereux pour toi. Parce que cette logique dit, en gros, si tu portes quelque chose, alors tu es coupable d'avance. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu montres, peu importe si ton arme reste concealed carry comme le contenu l'affirme. L'existence de l'objet devient l'accusation. Mais voici la partie que presque personne ne remarque. Ils utilisent un langage de Rio, de violent, de maximum damage, pour faire oublier l'élément le plus simple de toute cette histoire. Un homme est mort. Et au lieu d'expliquer précisément comment, ils t'expliquent le pourquoi tu devrais être d'accord avec eux. Et à ce moment-là, l'affaire ne parle plus seulement d'Alex Prey. Elle parle de ce qui se passe quand une institution choisit de remplacer la chronologie par la propagande. Et maintenant, ils vont ajouter une nouvelle couche encore plus cynique, une couche qui détourne une peur réelle pour justifier tout le reste. Tu veux que je continue à la prochaine partie? Et là, ils empilent les crises comme une avalanche pour que tu n'aies plus le temps de respirer. Parce qu'après l'accusation de terrorisme, après le récit du massacre évité, ils changent de terrain. Ils sortent une carte émotionnelle impossible à contester. Nous sommes concentrés spécifiquement sur les pédophiles et les agressions sexuelles et les réseaux de trafic à Minneapolis. Et ils ajoutent, nous en avons amené des dizaines et des dizaines devant la justice. Puis la phrase qui sonne comme un ultimatum, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de nous les donner. Le contenu rapporte qu'ils justifient leur opération en parlant de child pedophiles, sexual assault, trafficking rings et qu'ils demandent aux autorités locales de leur remettre des personnes. Ce pivot est une manœuvre classique. Tu passes d'un mort controversé à une mission moralement intouchable pour rendre toute critique suspecte. Maintenant, regarde la vitesse. Un homme est tué.
Il est immédiatement qualifié de terroriste. Puis, en quelques minutes, on te dit, si vous nous résistez, vous protégez des criminels sexuels. Ça ne laisse aucun espace neutre. Ça te force à choisir un camp, même si tu veux juste comprendre les faits. Et pendant que tout le monde débat sur le mot terroriste, une autre bombe tombe dans le même flux. Christine affirme que le maire, le gouverneur et le procureur général du Minnesota ont été subpoenaed pour un criminal federal grand jury. Et elle le présente comme une preuve de culpabilité en soi. Le contenu dit qu'ils ont confirmé avoir été assignés à comparaître devant un grand jury fédéral. Mélanger ça au récit d'Alex, c'est créer un tableau global. Tout le système local est corrompu, donc tout ce que nous faisons est justifié. Et maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passe si cette mécanique continue? Si chaque mort devient un terroriste, si chaque opposition devient une protection de criminels, si chaque élu local devient suspect, alors la prochaine étape n'est plus un incident, c'est un modèle. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Tu veux que je continue à la prochaine partie? Parce que là, on arrive au point où ça te touche directement, même si tu n'as jamais mis les pieds dans une manifestation. Alex Prey n'était pas présenté comme un militant professionnel. Le contenu le décrit comme un ICU nurse au VA de Minneapolis, quelqu'un qui servait les vétérans et qui passait sa vie à défendre les plus faibles. Il était outdoorsman, dog dad et surtout le type de personne qui voit quelqu'un se faire écraser et qui bouge avant même de réfléchir. Et selon sa famille, son dernier geste n'était pas une attaque, c'était une protection. La famille dit qu'il essayait de protéger une femme, qu'il avait son téléphone dans la main droite et la main gauche vide levée. Le contenu affirme qu'il avait un permis légal de port dissimulé et qu'il ne l'a jamais sorti. Si ça correspond à la réalité, alors ce qui est puni ici, ce n'est pas un crime, c'est un réflexe humain. Et voilà le vrai impact sur toi. Si une personne normale peut être requalifiée en menace nationale en une journée, alors ta sécurité ne dépend plus de ce que tu fais. Elle dépend de ce qu'ils disent que tu fais. Imagine la scène dans ta propre vie. Tu es dehors, il y a du chaos, quelqu'un tombe, tu tends la main et soudain, tu es au sol. Puis, au lieu qu'on parle de ton geste, on parle de tes intentions. Et pendant que ta famille pleure, une conférence de presse t'efface. Si ça te paraît familier, dis-le en commentaire, parce que beaucoup de gens ont déjà vu ce film, et c'est rarement un film qui finit bien. Mais voici le détail qui rend tout ça encore plus glaçant. Ce n'est pas seulement une bataille sur un homme, c'est une bataille sur le droit de définir la réalité. Et dans la prochaine couche, tu vas comprendre le mécanisme exact, comment ce système fabrique des ennemis, verrouille le récit et avance pendant que tout le monde se dispute sur les mots. Tu veux que je continue à la prochaine partie? Parce que le mécanisme est plus important que le scandale. Ce que tu vois ici, ce n'est pas seulement un affrontement dans une rue de Minneapolis. C'est une machine à produire une seule chose, de la légitimité instantanée. Et elle fonctionne comme ça. D'abord, tu crées une scène confuse. Ensuite, tu imposes un récit simple. Et enfin, tu punis toute version alternative en la qualifiant d'extrémisme. Regarde les leviers qu'ils utilisent mot pour mot. Ils martèlent Law Enforcement Operation. Ils répètent Defensive Shots. Ils insistent sur Two Magazine et Dozens of Rounds. Ils glissent No ID. Ce ne sont pas des détails neutres, ce sont des déclencheurs mentaux. Chaque élément est là pour te faire ressentir une menace, même si tu n'as pas vu l'attaque. Le contenu rapporte qu'ils ont décrit Alex comme un armed suspect venu infliger un maximum de dégâts. Ils disent qu'ils ont tenté de le désarmer. Ce langage est conçu pour transformer une mort contestée en une victoire de sécurité publique. Et pendant que ton cerveau se fixe sur l'image d'un massacre évité, il déplace le cadre vers quelque chose de moralement intouchable, child pédophile et trafficking rings. Parce que si tu critiques leur opération après ça, ils peuvent te faire passer pour quelqu'un qui protège des monstres. C'est une cage rhétorique. Et c'est là que cette histoire devient plus intelligente que les gros titres. Parce que la vraie puissance n'est pas dans l'arme, elle est dans le spectacle, dans la vitesse, dans le fait que tout le monde réagit avant de vérifier. Puis vient l'étape suivante. Ils ne se contentent pas de défendre leurs agents. Ils attaquent les élus locaux.
Il parle de subpoena, de criminal investigation, comme si le simple fait d'être convoqué prouvait déjà la corruption. Quand tu combines tout ça, tu obtiens une pression totale sur la rue, sur l'opinion, sur les institutions, et quand la pression est totale, tu peux faire passer presque n'importe quoi. Et maintenant, on arrive à la trajectoire. Parce qu'après Minneapolis, la question n'est pas est-ce que ça va se reproduire, la question est où est-ce que ça va s'étendre ensuite. Tu veux que je continue à la prochaine partie? Parce que maintenant, l'histoire ne se joue plus au présent, elle se projette déjà dans le futur. Et le contenu te donne 2 routes possibles, toutes les 2 inquiétantes, mais pas de la même façon. Première route, la version officielle gagne. Le mot terroriste colle. La scène est reclassée comme une attaque stoppée par des defensive shots et à partir de là, chaque manifestation devient automatiquement suspecte. Chaque personne qui se présente devient potentiellement venue pour infliger un maximum de dégâts. Ce n'est pas juste une conclusion médiatique, c'est un précédent. Et un précédent, ça ne reste jamais isolé. Deuxième route, la vidéo et le récit de la famille percent le brouillard parce qu'ils ne parlent pas en slogan, ils parlent en images. Son téléphone dans la main droite, sa main gauche vide levée. Et dans un monde saturé de propagande, une image simple peut être plus puissante qu'une conférence de presse entière. Si cette version s'impose, alors ce n'est pas seulement une affaire. C'est une fracture, une perte de confiance totale. Et quand la confiance tombe, tout le système tremble. Le contenu rapporte que la famille demande « Please get the truth out about our son ». Le contenu dit que les autorités l'ont qualifié de « domestic terrorist » et ont décrit un scénario de massacre. Ces 2 récits ne peuvent pas coexister longtemps sans provoquer une collision. Et voilà le danger. Dans les 2 routes, ça continue. Soit l'État normalise la force et la narration contrôlée, soit la population commence à croire que les institutions mentent ouvertement. Et dans les 2 cas, la prochaine étape n'est pas la paix, c'est l'escalade. Parce qu'une fois que tu as créé un ennemi public, tu dois continuer à en créer d'autres. Sinon, tout s'écroule. Et le contenu glisse un dernier élément qui ressemble à un avertissement géant, une phrase qui dépasse Minneapolis et qui touche directement la démocratie elle-même. Tu veux que je continue à la dernière partie? Parce que la dernière ligne de ce contenu n'est pas juste une accusation, c'est un signal d'alarme. À la fin, on te rapporte cette phrase attribuée à Matt McDermott. « As insane as this sounds, it's true ». Puis, le contenu affirme que Pam Bondi aurait envoyé une lettre à des responsables du Minnesota disant que ICE quitterait l'État si le Minnesota ne remettait pas ses fichiers électoraux à l'administration Trump. Et là, l'histoire se referme comme un piège. On commence avec un homme au sol, shot 10 to 12 times, et on termine sur quelque chose qui ressemble à un levier politique brut, sécurité contre infrastructure électorale. Le contenu affirme qu'une lettre a été envoyée et que la menace serait « ICE would leave the state en échange de voter fel ». Si c'est exact, alors ce n'est pas seulement une opération de maintien de l'ordre, c'est une négociation de pouvoir, une démonstration que la force fédérale peut être utilisée comme monnaie d'échange. Et voilà l'idée qui doit rester dans ta tête. Ce qui tue une société, ce n'est pas seulement la violence, c'est la capacité de la violence à être rebrandée en vertu, en défense, en protection, pendant qu'on réécrit les faits en temps réel. Reformule tout ça en une phrase et tu comprends pourquoi ça devient viral. Ce n'est pas juste la mort d'Alex Prey, c'est la guerre pour décider qui a le droit de dire ce qui est vrai. Si tu veux suivre ce genre d'analyse, abonne-toi, parce que la prochaine étape de cette histoire ne sera pas annoncée par un grand titre. Elle sera annoncée par un petit détail, une phrase, une conférence de presse et un nouveau terroriste fabriqué en direct. Et si tu veux qu'on creuse encore plus profond, la vraie question est celle-ci. Combien de fois une version officielle peut contredire une vidéo avant que plus personne ne croie à rien? Tu veux que je continue avec une version encore plus CTR du script complet, resserré et plus cinématique?